de ce sujet central sur lequel le MINCAF a décidé, le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières a décidé de communiquer ici au SAGO. Il porte sur le thème « Les domaines au Cameroun », 2 points, définition et modalités d'accès en faveur des investisseurs. Étymologiquement, le terme « domaine » dérive du mot « dominium », un mot latin qui signifie pouvoir, autorité. Lorsque nous le ramenons à la terre, il nous donne ceci, c'est l'autorité que nous exerçons sur un espace donné. Et en ce qui concerne le Cameroun, 3 types de terrains ont été définis par les ordonnances numéro 74/1 et numéro 74/2 qui fixent respectivement le régime foncier et le régime domanial au Cameroun. Ainsi, il y a 3 types de domaines. Le domaine public, le domaine national et le domaine privé. Qu'est-ce que c'est que le domaine public? Le domaine public est l'ensemble des terrains affectés à l'usage du public ou au service public. Il est par essence inaliénable, imprescriptible et insaisissable. Nous avons un domaine public naturel, domaine public maritime, les plages, domaine public fluvial, nous avons les marécages et les abords des fleuves. Et nous avons également un domaine public artificiel. C'est celui qui est aménagé, qui est classé par un décret du président de la République comme tel. Nous avons les emprises routières, autoroutières, ferroviaires et des corridors de transport d'énergie sur l'ensemble du territoire national. Par la suite, nous avons le domaine national. C'est celui qui appartient à la nation. Il ne ressortit pas du domaine public ni du domaine privé. Donc, il est administré par l'État. Enfin, nous avons le domaine privé. C'est l'ensemble des terres où un titre foncier a été établi. Il peut l'avoir été au nom de l'État, au nom des autres personnes morales de droit public, au nom des particuliers, au nom des personnes morales de droit privé. Lorsque nous avons fini avec la typologie des terrains de l'État, lorsque nous avons dit ce que c'est que les domaines, nous allons accéder maintenant à comment est-ce que l'État accompagne les investisseurs pour qu'ils puissent avoir des terrains où l'exercice, où ils peuvent mener à bien ou mettre en œuvre leurs projets. Les différentes procédures dépendent du statut du terrain. Ainsi, l'accès des investisseurs au terrain dans notre pays a été encadré, en plus des décrets irrelatifs, notamment le décret 76/167 qui encadre le domaine privé de l'État. Il y a une lettre circulaire du Premier ministre signée en 2014 qui fixe de façon opérationnelle comment est-ce que ces terrains doivent mettre à la disposition des investisseurs. En ce qui concerne le domaine privé de l'État, la gestion des dits terrains est encadrée, je l'ai dit, par le décret numéro 76/167 du 27 avril 1976, fixant les conditions d'obtention des gestions du domaine, fixant les modalités de gestion du domaine privé de l'État, modifié et complété par le décret numéro 95/146 du 4 août 1995.
Il y a deux procédures principales pour accéder à ce terrain. Il y a le bail, qui est la modalité principale en ce qui concerne la mise à disposition des terrains au profit des investisseurs, et l'attribution qui peut également être une modalité pour avoir accès à un espace, à un lopin de terre, en vue de mettre en œuvre son projet. Il y a lieu de signaler que lorsqu'un investisseur veut mettre en œuvre un projet, il doit solliciter la validation du ministère sectoriel compétent. S'il s'agit d'un projet agricole, il faut bien que le projet soit validé par le ministère en charge de l'agriculture. Un projet pastoral par le ministère en charge de l'élevage et des pêches et des industries animales, un projet touristique par le ministre du Tourisme, ainsi de suite. Une fois que la validation a été faite, le MINCAF entre en jeu, car il doit mettre à disposition l'assiette foncière. Et comme je l'ai dit tantôt, l'assiette foncière dépend, la mise à disposition dépend du statut du terrain. En ce qui concerne le domaine privé de l'État, le ministre, une fois saisi, demande au préfet compétent de bien vouloir élaborer, en collaboration avec les services techniques du cadastre et des domaines, un dossier technique, c'est-à-dire le plan ou des parcelles sollicitées, et un dossier administratif qui donne l'essentiel des informations sur la personne qui sollicite l'obtention du terrain en question. Une fois que ce dossier technique est transmis au ministre des Domaines, les actes correspondants, à savoir un projet de décret de cession ou un projet de décret d'affectation, s'il s'agit d'une administration publique, est préparé par la direction des domaines, on va le dire, et soumis à la coordination gouvernementale pour la suite de la procédure. Généralement, c'est un décret du Premier ministre qui met à disposition le terrain, ou alors un décret du président de la République qui demande au ministre de procéder à la signature du bail. Ça, c'est la procédure telle qu'elle devrait être. Qu'est-ce que l'État fait? L'État ne dispose pas toujours de stock de terrain. Et lorsque, en 2009, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi est élaboré, il y a la question de la contrainte foncière. Comment la lever? C'est à ce moment-là que le gouvernement a élaboré un programme de constitution des réserves foncières pour anticiper sur les questions des terrains. Telle enseigne que lorsque un investisseur se présente et sollicite un terrain, l'État peut déjà lui montrer ce qui est à disposition, et si ces terrains répondent aux critères qu'il sollicite, les procédures sont engagées de façon rapide et on n'aura plus le temps d'aller indemniser, de négocier avec les populations. Le terrain étant déjà une réserve de l'État avec des titres fonciers de l'État, les procédures iront plus rapidement. À date, environ 1 million d'hectares ont déjà été constitués en réserve foncière sur quasiment toute l'étendue du territoire national, et le programme se poursuit. Il y a également, nous pouvons signaler que sur le corridor de la route Bachenga, Ntui, Yoko, Lena, Tibati, le gouvernement est en train de faire une réserve de 400 000 hectares pour développer l'agro-industrie. Toutes ces terres-là sont réservées pour accompagner
les différents investisseurs nationaux et internationaux qui pourront présenter des projets matures. Et il y a lieu de signaler que plusieurs opérateurs sont déjà en train de solliciter ces espaces, qu'ils soient publics. Je vois le directeur général de la SIC, je crois qu'il en a bénéficié dans le cadre de la construction des logements sociaux. Nous avons également la Maïtu pour ces aménagements. Nous avons également des promoteurs privés qui ont sollicité des espaces dans la région de la Damawa, dans la région de l'extrême nord et même dans la région du sud. Dans un second temps, nous avons le domaine public. L'État peut également mettre à la disposition des investisseurs les dépendances du domaine public. Ces dépendances n'étant pas aliénables, il y a simplement des autorisations d'occupation temporaire qui sont délivrées aux attributaires et elles sont renouvelables. Et c'est contre-paiement d'un prix annuel, conformément au décret numéro 2014-3209 du 29 septembre 2014 fixant les prix minima des redevances domaniales en matière d'occupation temporaire du domaine public. Ces actes sont généralement à disposition du risque qui concerne les marécages, les abords de fleuves et également les dépendances du domaine public artificiel, les abords des grands axes où les opérateurs industriels font souvent des hangars pour stocker leurs produits, ou alors des activités commerciales, ou encore les stations-service que nous voyons tout au long de nos axes sont installées sur le domaine public artificiel. L'attribution en jouissance d'une parcelle du domaine public ne saurait remettre en cause son aliénabilité. C'est la raison pour laquelle l'acte qui octroie l'autorisation demande que le bénéficiaire ne construise qu'en matériaux provisoires. Parce qu'à tout moment, lorsqu'il y aurait un projet d'intérêt général, d'intérêt public, ce dernier sera demandé à partir. Mais après avoir été mis en demeure avec suffisamment de temps auparavant pour qu'il ait le temps de démonter ce qu'il a construit sur le site du domaine public. En définitive, le gouvernement accompagne tous les porteurs de projets matures en facilitant l'accès à la ressource domaniale en vue d'une mise en œuvre des projets de développement au Cameroun. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. J'avoue que je ne m'attendais pas à tant d'applaudissements, mais enfin, merci M. Bélibi. Je voudrais prévenir tous ceux qui interviendront que je suis obligé en ce moment d'apporter un rectificatif à ce que j'ai dit au début. Je vais, à la demande de la réalisation, resserrer un petit peu la camisole de force. Nous aurons 60 minutes pour cet exercice. Le deuxième exposé parle du foncier. Il parle du dispositif, des procédures, des textes et des innovations du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Et cet exposé est présenté par Madame Rosette Sylvie Ebomo, directeur des Affaires foncières. Monsieur Alain Bélibi, je vous remercie de me donner la parole. Effectivement, je vais axer mon propos sur le thème « L'accès au foncier ». Deux points, comment comprendre le dispositif des procédures, textes et innovations du MINCAF. Nous allons dire que la terre est le socle de tout développement économique durable. À ce titre, l'accès au foncier se fait soit à travers
une attribution en propriété ou alors à travers une attribution en jouissance. Nous devons dire ici que la législation foncière et domaniale en vigueur au Cameroun reconnaît 3 types de terrains. Comme l'a déjà souligné le directeur des domaines, M. Roger Raoul Belibi, nous avons les terrains du domaine public, nous avons les terrains du domaine privé de l'État et des autres personnes morales de droit public. Nous avons, dans cette même catégorie des terrains du droit privé, nous avons les terrains relevant de la propriété des particuliers. Nous avons également les terrains du domaine national. L'exercice qui m'incombe ici m'amène à m'appesantir véritablement sur les procédures d'accès à ces différentes assiettes foncières. Sans entrer dans ces différentes composantes, nous allons dire que le domaine public regroupe les biens meubles ou immeubles qui, par nature ou par destination, sont affectés soit à l'usage direct du public, soit au service public. Les biens du domaine public sont inaliénables, ils sont imprescriptibles, ils sont insaisissables, ils sont insusceptibles d'appropriation privée. Comme base juridique pour l'accès à ce domaine public, puisqu'il est accessible, et je m'en vais vous dire comment, nous avons l'ordonnance 2, 74-2 du 6 juillet 1974 fixant le régime domanial. Comment peut-on accéder à une dépendance du domaine public? Le domaine public peut être attribué en jouissance au moyen d'une autorisation d'occupation temporaire. Quelles sont donc les personnes éligibles? Nous avons parmi ces personnes toute personne physique ou morale de nationalité camerounaise ou étrangère qui désire mettre en valeur une dépendance du domaine public. Pour ce qu'il en est des pièces constitutives du dossier, il vous faut une demande timbrée sur un imprimé spécial. Il vous faut la copie légalisée de votre carte nationale d'identité, un croquis de la parcelle, un programme de mise en valeur et de disponibilité du financement. Quelles sont donc les étapes à suivre? Nous n'allons pas toutes les dérouler, mais ce qu'il est important de retenir ici, c'est que votre demande, vous devez l'adresser au ministre en charge des domaines sous le couvert du préfet territorialement compétent. Quel est le document qui est attendu au terme de la procédure? C'est une autorisation temporaire d'occuper une dépendance du domaine public qui se présente sous la forme d'un bail. Nous allons immédiatement passer au domaine privé de l'État et des autres personnes morales de droit public. Sur quoi porte-t-il? Il s'agit des terrains sur lesquels il existe soit un titre foncier, soit un acte conférant un droit de propriété à une personne morale de droit public sur une parcelle. Comme fondement juridique, nous allons retenir une fois de plus l'ordonnance 74-2 du 6 juillet 1974 fixant le régime domanial. Nous allons également enregistrer le décret numéro 76/167 du 27 avril 1976 fixant les modalités de gestion
du domaine privé de l'État. Comment peut-on accéder au domaine privé de l'État en ce qui concerne les parcelles, puisqu'on a dit qu'il est également constitué des biens meubles? On accède à ce domaine au travers d'une attribution en jouissance par le bail ou encore par une attribution en propriété par la délivrance d'un titre foncier. Pour la délivrance d'un titre foncier, nous avons des procédures de gré à gré, d'adjudication ou autres transactions. Qui peut donc accéder à la propriété ou à la jouissance sur une parcelle du domaine privé de l'État et des autres personnes morales de droit public? Il s'agit de toute personne physique ou morale de nationalité camerounaise ou étrangère qui désire mettre en valeur une dépendance du domaine privé de l'État. Pour la composition du dossier, il faut une demande timbrée sur un imprimé spécial, accompagnée d'une copie légalisée de la carte nationale d'identité, d'un troquis de la parcelle et du programme de mise en valeur et de disponibilité du financement. Où est-ce que nous déposons notre demande? Nous la déposons, elle est adressée au ministre des Domaines, mais une fois de plus sous le couvert du préfet territorialement compétent. Le document qui est délivré au terme de ces procédures, c'est le bail, l'attribution en bail pour la jouissance. Si c'est en fonction de la parcelle qui a été sollicitée et de la procédure qui a été mise en œuvre, et le titre foncier pour les cas d'attribution en propriété. Nous voulons tout de suite faire remarquer que tous les actes d'aliénation du domaine privé des personnes morales de droit public doivent être revêtus à peine de nullité du visa du ministre chargé des domaines. Mais également, les actes de gestion du domaine privé de l'État sont pris en la forme administrative. Nous passons immédiatement au domaine privé des particuliers. Il s'entend de l'ensemble des terres qui supportent un titre de propriété au profit, autant pour moi, au profit des particuliers. Comme base juridique, nous avons l'ordonnance 74-1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier. Nous avons le décret 74/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier et ses modificatifs subséquents. Le domaine privé des particuliers, pour y accéder, cela se fait par des ventes opérées par devant notaire cette fois-ci. Qui peut donc accéder à une assiette foncière sur le domaine privé d'un particulier? Nous avons les personnes physiques et morales, des nationalités camerounaises ou étrangères désirant investir au Cameroun. Nous avons les missions diplomatiques et consulaires. Enfin, nous avons les organisations internationales. Parmi les pièces à fournir pour la composition du dossier, il faut une demande timbrée, adressée au délégué départemental territorialement compétent. Il faut les plans timbrés et visés, le procès verbal de bornage, le certificat d'urbanisme, la copie du titre foncier amorcelé ou ammuté. Parmi les étapes,
il faudrait saisir au préalable le notaire territorialement compétent pour les transactions impliquant les Camerounais. Il faut le visa préalable du ministre en charge des domaines pour les transactions impliquant les personnes de nationalité étrangère. Il faut le visa du ministre des Domaines et du ministre des Relations extérieures pour les transactions impliquant les missions diplomatiques et consulaires et pour les transactions impliquant les organisations internationales. Au terme de la procédure, le document à délivrer est le titre foncier. Nous passons enfin au domaine national. Il est composé des terres qui ne sont classées ni dans le domaine public, ni dans le domaine privé de l'État ou privé des particuliers. Il comprend deux catégories. Nous avons le domaine national de première catégorie, qui est composé des terres mises en valeur avant le 5 août 1974. Et nous avons le domaine national de deuxième catégorie, qui lui s'entend de toutes les terres ne faisant pas l'objet d'une mise en valeur. On peut donc accéder à une dépendance du domaine national. Pour accéder donc aux dépendances du domaine national, tout est fonction de la catégorie de la dépendance. Pour ce qui est des dépendances du domaine national de première catégorie, l'accès se fait par voie d'immatriculation directe. Et les personnes éligibles sont constituées des collectivités coutumières, de leurs membres et de toute personne de nationalité camerounaise qui, à la date du 5 août 1974, peut justifier d'une mise en valeur du terrain. Il faut non seulement justifier d'une mise en valeur du terrain, mais il faut encore que la mise en valeur, il faut encore que l'occupation soit paisible. Pourquoi nous parlons du 5 août 1974 ? Nous parlons de cette date parce qu'elle marque l'entrée en vigueur des ordonnances 74-1 et 2 du 6 juillet 1974, fixant pour l'un le régime foncier et pour l'autre le régime domanial. Quelles sont donc les pièces à fournir pour la composition du dossier d'une demande d'immatriculation directe? Nous avons besoin d'une demande en 4 exemplaires dont l'original est timbré. Cette demande est déposée à la sous-préfecture du lieu où est situé le terrain contre un récépissé qui est remis au demandeur. Le sous-préfet territorialement compétent va donc transmettre votre demande au délégué départemental du MINCAF. Le dossier sera étudié par le chef de service départemental des affaires foncières. Il va apprêter les éléments nécessaires. Le préfet va mettre sur pied la commission consultative. Cette commission consultative va effectuer une descente sur votre immeuble afin de l'identifier, afin d'apprécier l'effectivité des mises en valeur qu'il supporte et, en cas de non-contestation de l'auteur des mises en valeur et de l'étendue de la parcelle supportant ces mises en valeur, le terrain est borné. Il est donc apprêté 2 dossiers, un dossier administratif et un dossier technique. Ces dossiers sont transmis à la délégation régionale du lieu où est situé le terrain pour enregistrement et publication au bulletin des avis domaniaux et fonciers.
Après cette publication, dans les 30 jours, s'il n'y a pas enregistrement d'une opposition, il vous est établi un titre foncier. Maintenant, nous allons parler de l'accès au domaine national de deuxième catégorie. Je voudrais rappeler qu'il porte sur des terres libres de toute occupation effective. L'accès à ces dépendants se fait par voie de concession et par voie de bail, et même d'affectation. J'ai omis de souligner ici que plusieurs procédures permettent d'accéder au foncier au Cameroun. Mais compte tenu du temps qui nous est imparti, nous avons opté de ne parler véritablement que des procédures courantes. C'est pour ça que dans le cadre de nos échanges, nous allons aborder, en ce qui concerne le domaine national de deuxième catégorie, nous aborderons les procédures de concession et de bail. Nous disons donc que les personnes éligibles en ce qui concerne l'accès au domaine national de deuxième catégorie, nous avons les personnes physiques ou morales de nationalité camerounaise ou étrangère désirant mettre en valeur une dépendance du domaine national de deuxième catégorie. Comme base juridique, nous avons le décret numéro 76/166 du 27 avril 1976 fixant les conditions, fixant autant pour moi les modalités de gestion du domaine national. Pour la composition du dossier, vous aurez besoin d'une demande sur un formulaire spécial qui vous sera remis par le chef de service départemental des affaires foncières. Nous aurons besoin de la copie légalisée de votre carte nationale d'identité pour des personnes physiques et du statut ou des statuts de la société pour les personnes morales. On aura besoin d'un croquis du terrain, on aura besoin d'un programme d'investissement, ainsi que l'avis technique des ministères intéressés par votre projet. Pour les étapes de la procédure, le dossier est déposé. La demande est déposée à la délégation départementale du MINCAF territorialement compétente. Il est mis sur pied par le préfet de la commission consultative. Le dossier sera donc mis en état. Un cahier de charges sera signé aussi bien par le demandeur que par le préfet et l'ensemble du dossier sera transmis au ministre des Domaines. À l'issue de son traitement, le terrain sollicité pourra être attribué provisoirement d'abord au demandeur parce que la procédure de concession se fait en deux phases. Il y a la concession provisoire qui suppose que l'État concède au demandeur pour une période de 5 ans pour réaliser son projet, la parcelle sollicitée. Au terme de cette période, et si la réalisation du projet est effective, le terrain lui est donc définitivement concédé s'il s'agit d'une personne physique ou morale de nationalité camerounaise. En ce qui concerne les étrangers, il n'y aura pas de concession définitive. Nous allons observer un basculement vers le bail. Je voudrais également préciser ici que la concession provisoire ou définitive va prendre la forme soit d'un arrêté pour ce qui concerne les terrains dont la superficie est comprise entre 0 et 50 hectares, un arrêté signé par le ministre des Domaines, du cadastre et des affaires foncières, et pour des terrains dont la superficie est supérieure à 50 hectares,
le président de la République va signer un décret. Maintenant, pour ce qui est du bail, nous avons dit que le bail les personnes étrangères ne peuvent pas prétendre à la délivrance d'un titre foncier sur une dépendance du domaine national de deuxième catégorie. Il ne peut leur être octroyé qu'un bail sur ces espaces. Le bail aussi peut être octroyé aux Camerounais sur de grandes superficies ou de grands espaces. Quelles sont donc les personnes éligibles à la procédure de bail? Nous l'avons déjà dit, il s'agit des personnes physiques ou morales de nationalité étrangère, les missions diplomatiques ou consulaires, ainsi que les organisations internationales. Nous avons deux types de baux. Le bail simple, qui va de 0 à 18 ans, et le bail amphithéotique, qui va de 18 à 99 ans. Je vous remercie pour cette aimable attention. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous retourne la parole, Monsieur Alain Bilibi. Merci, Madame le Directeur. Merci, Madame le Directeur. Et les candidats à l'accès au foncier savent désormais à quoi ils doivent s'attendre. Nous allons nous permettre quelques secondes de publicité avant de poursuivre le marathon, parce qu'il s'agit d'un marathon. Actor. For 8 days, the Kribi City Council invites you to the second edition of the Economic Actors and Local Development Fair, SAIDEL. On the occasion of the official opening of the Economic and Local Development Players Exhibition, I want to assure to them the expression of gratitude will be reported to the appropriate quarters. From 21st to 28th October 2023 in Kribi, on the shores of the Atlantic Ocean, under the theme Local Economic Performance for National Development. The agenda includes carnival, economic meeting, conferences, expositions, free training, animations. For more information, contact the event management, Mon Communicateur, on 620 23 422 92 or click on www.saidel.cm. SAIDEL, ensemble vers l'émergence. Bonjour. Avez-vous déjà entendu parler du C2D? Oui. Très bien. Non, pas grave. On va tout vous dire sur ce partenariat entre la France et le Cameroun. Installez-vous, c'est parti. Que signifie C2D? Pour commencer, définissons le C2D. Le sigle C2D est l'abréviation de contrat de désendettement et de développement. C'est un mécanisme de remboursement de la dette mis en place par la France en juin 2006 à la suite de l'atteinte par le Cameroun du point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés, PPTE. Comment fonctionne le C2D? En pratique, le Cameroun rembourse sa dette et 15 jours après, la France crédite à son tour le Cameroun du même montant dans un compte logé à la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC. Cet argent mis à la disposition du Cameroun est affecté au financement de projets de développement. Comment sont choisis les secteurs à financer? Les projets à financer sont établis selon les priorités du document stratégique pour la croissance et l'emploi, DSCE. Ils s'inscrivent dans les grands axes définis par le gouvernement camerounais avec pour ambition de contribuer à améliorer durablement le quotidien des Camerounais et à construire le Cameroun de demain. Combien de contrats ont été signés? Au Cameroun, 3 C2D ont été signés à ce jour avec la France. Le premier C2D a été signé le 22 juin 2006 pour une période de 5 ans et pour un montant de 352 milliards de francs CFA, soit près de 538 millions d'euros. Le deuxième C2D, dans la continuité du premier, a été conclu le 1er juillet 2011 pour un montant d'environ 214 milliards de francs CFA,
soit plus de 326 millions d'euros. Le troisième contrat C2D, quant à lui, a été signé le 30 juin 2016 pour un montant de 401 milliards de francs CFA, soit 611 millions d'euros. Il s'achèvera en 2025. Au terme de ce troisième et dernier C2D, ce sont près de 1000 milliards de francs CFA qui auront été investis dans l'économie camerounaise afin de réduire la pauvreté, d'assurer une meilleure santé des Camerounais, d'améliorer les infrastructures et d'impulser le développement. Tout ce qu'il faut savoir sur les procédures domaniales, cadastrales et foncières. Mesdames, Messieurs, on progresse. On va maintenant vers le guichet unique et la publicité foncière. Notre interlocuteur est le docteur Jean-Marie Bendégué, inspecteur général des services au MINCAF. Merci, monsieur Alain Bélibi, de me passer la parole. Excellences, mesdames et messieurs, vous vous imaginez bien qu'il n'est pas aisé de ramasser en quelques minutes du 22 au 29 juin, les contours d'une problématique aussi importante que celle des guichets uniques. Mais ce qu'on pourrait en dire de façon prosaïque, c'est que cette problématique des guichets uniques de transaction foncière, domaniale et cadastrale, est tributaire de la nécessité d'assurer un service public de très grande qualité, à moindre coût et à très grande vitesse, en levant les contraintes et goulots d'étranglement qui traditionnellement se dressent sur le chemin des usagers, faisant ainsi de ce chemin un chemin d'Hercule. Parmi les préoccupations à résorber dans le cadre du guichet unique, il y a d'abord la dispersion physique des différents services intervenant dans l'accomplissement des transactions. Le regroupement permet de rassembler l'offre de services en un point unique. Ça fait des gains de temps et d'argent. Une autre préoccupation est celle de la transmission, souvent dans nos services, des dossiers incomplets, d'où les fréquents rejets et des frustrations. Le bureau du guichet unique a un bureau du courrier où on examine préalablement les dossiers. Ça permet de rejeter immédiatement avec les motifs qui vont avec les dossiers qui sont incomplets et de se concentrer sur un traitement accéléré des dossiers complets. Nous avons l'implication pernicieuse dans nos procédures de personnes qui n'ont pas de titre, qui n'ont pas de qualité. Les vérifications que nous faisons au niveau de l'accueil du guichet unique permettent de mettre ces personnes-là hors d'état de nuit, à côté de l'épineux problème des lenteurs et tracasseries diverses que permettent également d'adresser efficacement le regroupement. Et c'est la raison pour laquelle les guichets uniques apparaissent également comme un mécanisme de modernisation et d'amélioration de la gouvernance foncière, à la faveur notamment d'un encadrement drastique des pratiques, de la limitation stricte nécessaire des contacts avec les responsables. Nous avons, dans le cadre du guichet de première génération, un point focal qui est chargé de l'accueil et qui est chargé de faire l'interface avec les responsables qui sont en back-office et qui sont chargés d'adresser les demandes. Et l'interface donne un délai après avoir reçu la demande qui permet à l'usager de venir récupérer les résultats. Alors ça, ces guichets uniques là, de première génération ont été institués en 2010 suite à la première session du Cameroun Business Forum où on avait demandé au MINCAF de faire un effort d'accélération. Une étude avait permis de constater que pour faire aboutir une procédure de mutation d'un titre foncier, cela prenait en moyenne 90 jours, ce qui était énorme, ne permettait pas de faciliter l'accomplissement des affaires. Et il faut avouer que pour consolider les gains tirés de ce premier dispositif, des mesures d'accompagnement ont été mises en place avec l'appui de nos partenaires de développement, notamment l'opérationnalisation effective des guichets. On a commencé par Douala et Yaoundé et on est en train de progresser vers les chefs-lieux de région et les conservations foncières, les départements à forte pression. L'intensification des actions de sensibilisation du public et de formation de nos personnels, la confection d'un guide de l'opérateur économique pour l'accomplissement des transactions de manière cadastrale et foncière,
l'élaboration de manuels pour l'accomplissement des procédures domaniales cadastrales et foncières, surtout la création d'un site web de guichet unique à l'adresse www.gutf.cm. Et c'est fort des résultats et des perspectives très encourageants de cette première génération de guichets qu'un deuxième type de guichet a été mis en place à la faveur d'un arrêté conjoint MINCAF-MINFI, ministre des Finances, du 18 juin 2018. Cette fois pour mutualiser les formalités de l'enregistrement fiscal et celles de la publicité foncière qui se déroulaient auparavant sur deux sites différents. D'abord les impôts pour l'enregistrement fiscal et ensuite la conservation foncière pour la publicité foncière. Les deux ministres ont décidé de mutualiser ces procédures-là pour faire en sorte que dorénavant, elles se déroulent en un même lieu, c'est-à-dire à la conservation foncière. De sorte que nos usagers n'iront plus d'abord aux impôts pour ensuite venir à la conservation foncière. L'idée est donc ici de faire en sorte que les innovations et les bénéfices de ce nouveau dispositif-là permettent donc l'accomplissement des formalités d'enregistrement fiscal et foncier en un même lieu dans un délai de 72 heures pour chacun des deux volets. La déclaration électronique, on a voulu dématérialiser. La déclaration électronique et le paiement par virement ou par voie électronique des redevances domaniales en même temps que les droits d'enregistrement. Le dépôt des actes au guichet unique, accompagnant de l'attestation ou du détail de virement, même payé par mobile money ou autre, pour limiter les transactions en numéraire et renforcer la sécurisation des deniers publics et le relèvement substantiel des recettes domaniales cadastrales et foncières. Le ministre des Domaines et son collègue homologue des Finances se réjouissent donc de la synergie d'action qui a permis de mettre en place cette nouvelle réforme qui est en phase avec la vision et les traits aux directives du président de la République, son Excellence Paul Biya. Il faut dire que pour 2023, 13 nouveaux guichets uniques à côté de ceux de Douala et Yaoundé qui sont des guichets pilotes vont être opérationnalisés, dont ceux des 8 autres chefs-lieux de région et celles des départements à forte pression foncière. On passe notamment à Kribi et autres. Voilà ce qu'on peut dire en raccourci. M. Alain Bélibi, je vous remercie de votre bienveillante attention. Et moi, je vous remercie du raccourci. On va passer maintenant au Crédit foncier du Cameroun. Monsieur Jean-Paul Missi, le directeur général du Crédit foncier, va indiquer à ceux qui sont les potentiels usagers du Crédit foncier ce qu'il y a à faire de ce côté-là. Bien, merci de me passer. L'articulation de mon propos pour être bien suivi. D'abord, je voudrais commencer par remercier le ministère du Domaine, du Cadastre de la Terre foncière pour l'invitation, l'aimable invitation à participer à cette table ronde pour éclairer les usagers sur les méandres, les rouages de l'administration. Alors, je voudrais peut-être indiquer que je voulais rester fidèle au thème central du SAGO, auquel s'articule parfaitement le thème du MINCAF. Et ce propos, c'est une bonne opportunité pour le Crédit foncier de faire voir aussi ce qu'il sait faire, mais en s'adossant sur les matériaux qui viennent d'être présentés par l'équipe du MINCAF. À cet égard, mon exposé se fera en deux parties. La première présentera l'émission du Crédit foncier ainsi que la déclinaison du cœur de métier du Crédit foncier en ce qu'il fait essentiellement du crédit hypothécaire pour mettre en perspective l'apport du Crédit foncier dans le développement des infrastructures, la transformation structurelle de l'économie camerounaise. Vous l'aurez compris, c'est le thème central. Mais aussi l'importance et le rôle d'accompagnement du MINCAF à travers la mise à disposition de l'assiette foncière, la facilitation et l'intermédiation relative aux procédures d'autre part. Bien évidemment, comme je l'ai indiqué, je vais illustrer de manière concrète
à travers les séquences des procédures en question, celles qui ont été relevées, comment est-ce que, à quoi on arrive et quels sont les enjeux, quels sont les risques pour les acteurs économiques. En guise de présentation de crédit foncier, je ne vais pas vous servir la litanie de toutes les attributions de crédit foncier. Je voulais simplement rappeler que c'est un établissement public à caractère financier dont la mission consiste à apporter un concours et son expertise à la réalisation de tout projet destiné à promouvoir l'habitat social en particulier et l'immobilier en général. Pour dire en bref les choses, nous faisons essentiellement du crédit hypothécaire, du prêt hypothécaire. Je reviendrai sur le contenu technique de ce concept. Quand je l'ai dit, le financement de l'immobilier, peut-être pour ceux qui... le crédit qu'on octroie, en réalité, n'est pas seulement pour l'immeuble. Il concerne toute la chaîne de valeur de l'immobilier que le crédit foncier a vocation à financer. Et lorsque je parle de toute la chaîne, c'est toutes les composantes. Et par nature, elle est transversale. Je voudrais indiquer que l'étendue du champ appelle l'intervention des acteurs publics et privés de tous les secteurs d'économie, qu'il s'agisse du primaire, c'est-à-dire les terrains, les propriétaires, la production des matériaux, du secondaire, construction des bâtiments, infrastructures diverses, ou du tertiaire, essentiellement les services, propriétaires, constructeurs, assureurs, financiers, notaires, etc. Donc, comme vous l'aurez vu, la chaîne couvre l'immobilier à usage d'habitation, résidentiel, administratif, industriel, universitaire, scolaire, et bref, tout ce qui concerne l'immobilier. En ayant précisé cela, vous comprenez que la chaîne de valeur de l'immobilier participe en définitive du développement des infrastructures, la structuration de l'économie camerounaise, notamment dans les deux grandes métropoles et les centres urbains que sont Yaoundé et Douala, ainsi que les principaux centres urbains secondaires. Ainsi, d'importantes ressources sont injectées annuellement dans l'économie nationale pour financer l'immobilier à travers des prêts hypothécaires octroyés tant aux promoteurs immobiliers qu'aux acquéreurs des parcelles constructibles dans un contexte d'urbanisation rapide et une demande de logement de plus en plus croissante. Donc, en campant cette position, nous montrons comment est-ce que le crédit foncier intervient dans la situation de l'économie nationale. Cet aperçu général montre à suffisance le rôle important du MINCAF, agissant en amont en matière de politique de l'habitat du gouvernement, par la mise à disposition du foncier aux divers promoteurs et investisseurs, ainsi que l'intermédiation dans le cadre des procédures liées aux transactions immobilières. Mais je voulais insister sur un aspect particulier, de manière singulière, à travers notamment la délivrance du titre de propriété ou du titre foncier. Le rôle du MINCAF apparaît encore plus déterminant dans le cadre de l'activité du crédit hypothécaire, en ce sens qu'il constitue la principale garantie exigée en contrepartie des crédits octroyés. Ayant ainsi mis en évidence la pertinence du thème, je voulais poursuivre mon propos en deuxième partie par une description factuelle des séquences de procédures faisant clairement ressortir le rôle du MINCAF dans l'activité du crédit foncier du Cameroun. Je voulais limiter les illustrations annoncées à 3 séquences de procédures respectivement relatives à l'institution de la demande de prêt, la gestion de prêt et le remboursement du prêt. À la phase de l'institution des demandes de prêt, une demande de prêt est exigée recevable lorsqu'elle est constituée d'un ensemble de documents au nombre desquels le titre foncier et le certificat de propriété. Ces 2 pièces délivrées par le MINCAF sont les plus importantes. Les risques les plus récurrents sont relatifs à la contestation des droits des prétendants et à l'authenticité du titre foncier,
notamment via les ventes frauduleuses, les oppositions des ayants droit, la nullité des procurations, etc. Faute donc des diligences auprès du MINCAF, ces documents nous exposent à des pertes de garantie du fait de l'annulation ou du retrait du titre foncier en cause. Donc, en phase d'instruction, je mets en exergue les risques auxquels nous sommes exposés si les projets ne sont pas respectés. À l'étape de la gestion du prêt, dont procède la formalisation de la convention de prêt, le déblocage des fonds aux clients et l'inscription hypothécaire, l'intervention, une fois encore, du MINCAF se traduit dans cette phase et selon les cas par, premièrement, la délivrance des titres de foncier morcelés ou mutés dans les cas d'acquisition des terrains de logement, l'inscription hypothécaire des terrains par des conservations foncières, autant pour moi, l'hypothèque additionnelle ou le renouvellement d'hypothèque. L'intervention du MINCAF s'apprécie également dans le cas des programmes immobiliers par la main levée partielle d'hypothèque lorsque le promoteur a hypothéqué le titre foncier mère afin de permettre aux acquéreurs de disposer des titres fonciers morcelés avant l'extinction du prêt promoteur. Les difficultés souvent rencontrées à cette phase de gestion du prêt découlent entre autres de la complexité et de la lourdeur des procédures impliquant une multitude d'intervenants. Elles sont susceptibles de retarder la mise à disposition effective des fonds aux clients pendant le différé, contraignant ainsi le crédit foncier à suspendre les déblocages et à cantonner les prêts aux sommes débloquées avant la fin du différé. Les longs délais de délivrance du titre foncier, morcelé ou muté, ou d'inscription hypothécaire enregistrée peuvent également être à l'origine des perturbations du planning d'exécution des projets et donc du renchèrement des coûts de ces projets, de l'abandon des chantiers, de l'absence de couverture des prêts octroyés. De nombreux contentieux aboutissant à la résolution des conventions de prêt avec condamnation au paiement des dommages et intérêts aux clients. Je vais aborder enfin la phase de remboursement des prêts. L'intervention du MINCAF ici aussi s'apprécie à deux niveaux selon les cas. Lorsque le client rembourse intégralement, le MINCAF intervient à la fin du prêt par l'établissement du duplicata en cas de perte du titre foncier ou la radiation de l'hypothèque à la suite d'une main levée délivrée par le crédit foncier. En revanche, lorsque le prêt ne se rembourse pas normalement et que le crédit foncier est contraint de réaliser l'hypothèque, le MINCAF procède à l'inscription du commandement aux fins de saisie de l'immeuble donné en garantie. De même, en cas de datation de paiement ou d'adjudication de l'immeuble, le MINCAF procède à la mutation du titre foncier au profit de l'acquéreur qui peut être le crédit foncier en l'absence de tiers enchérisseur. Il faut relever que les procédures sont en cours en ce moment pour 85% des immeubles dévolus au crédit foncier par adjudication ou mutation. Dans ce cas précis, comme pour les autres cas, je mets en exergue les risques. Les risques extrêmes dans cette ultime phase peuvent être la perte de la garantie du fait de l'annulation ou du retrait du titre foncier donné en garantie, avec pour conséquence l'exposition des créances et la constitution des provisions qui grèvent la trésorerie du crédit foncier. Mesdames et messieurs, je voudrais à présent conclure mon propos en résumant ce que j'ai dit. Il apparaît de manière indéniable que la pérennité de l'activité de crédit hypothécaire est tributaire du titre foncier qui constitue de fait le socle juridique de l'activité du crédit foncier du Cameroun, érigeant ainsi le MINCAF en acteur clé de la politique du développement de l'habitat du gouvernement. Comme nous avons pu le noter à travers les illustrations, le MINCAF, en plus du rôle d'accompagnement et de facilitation, est en définitive le garant de la sécurisation de toutes nos transactions ainsi que celle du portefeuille des prêts du Crédit foncier du Cameroun, dont l'encours global s'élève à près de 200 milliards de francs CFA. Si l'on extrapole cette garantie à l'ensemble des transactions immobilières financées par le système bancaire dans son ensemble, qui s'élève à des milliers de milliards, vous saisissez aisément l'importance vitale du rôle du MINCAF dans le monde de l'économie camerounaise. Je dois à cet égard relever pour m'en féliciter le projet de numérisation du titre foncier qui a vocation à consolider davantage la sécurité de cet instrument juridique.
Ainsi, je saisis cette opportune occasion pour remercier solennellement le ministre des Domaines, du Cadre des Affaires foncières, qui, dans le souci de renforcer la collaboration entre, je vous l'ai dit, naturelle, entre le département ministériel et le Crédit foncier, a mis en place une plateforme collaborative préfigurant sans aucun doute les évolutions futures du guichet unique des transactions immobilières, parce que je note que pour le moment, son périmètre s'arrête aux transactions administratives. Je voudrais à ce stade vous remercier pour votre aimable attention et reste disposé pour toute question. Voilà, merci. Merci, Monsieur le Directeur Général. Nous allons avoir une nouvelle page de publicité avant de poursuivre avec les exposés. Pour tout savoir sur les études, la construction et la réhabilitation des infrastructures routières, SAGO 2023, le MINCAF informe et sensibilise. Comment obtenir et sécuriser son titre foncier? Comment accéder à une concession provisoire et définitive? Quelles sont les modalités nécessaires pour obtenir un bail amphithéotique? Soyez des nôtres au stand du MINCAF au SAGO 2023, place Palais des Sports du Yaoundé. Bon à savoir, une rencontre majeure le mardi 25 juillet à 15h précise à la salle des conférences du Palais des Sports, une table ronde avec les parties prenantes, notamment opérateurs économiques, promoteurs de banques, mairies et conseils régionaux, investisseurs nationaux et étrangers, experts du MINCAF et leaders de l'investissement et la décision économique au Cameroun croisent le verbe. Exposés et échanges sur le thème « Rôle et accompagnement du MINCAF dans la promotion du développement économique au Cameroun », mise à disposition des assises foncières, facilitation et intermédiation relatives aux procédures. Avec la participation du Crédit foncier du Cameroun, la Mailleture et la SIC, Société immobilière du Cameroun. Le MINCAF, la terre, votre bien précieux. SAGO 2023, le MINCAF est au rendez-vous. Tout ce qu'il faut savoir sur les procédures domaniales, cadastrales et foncières du 22 au 29 juillet prochain au Salon de l'Action gouvernementale SAGO 2023, le MINCAF informe et sensibilise. Comment obtenir et sécuriser son titre foncier? Comment accéder à une concession provisoire et définitive? Quelles sont les modalités nécessaires pour obtenir un bail amphithéotique? Soyez des nôtres au stand du MINCAF au SAGO 2023, place Palais des Sports du Yaoundé. Bon à savoir, une rencontre majeure le mardi 25 juillet à 15h précise à la salle des conférences du Palais des Sports, une table ronde avec les parties prenantes, notamment opérateurs économiques, promoteurs de banques, mairies et conseils régionaux, investisseurs nationaux et étrangers, experts du MINCAF et leaders de l'investissement et la décision économique au Cameroun croisent le verbe. Exposés et échanges sur le thème « Rôle et accompagnement du MINCAF dans la promotion du développement économique au Cameroun », mise à disposition des assises foncières, facilitation et intermédiation relatives aux procédures. Avec la participation du Crédit foncier du Cameroun, la Mailleture et la SIC, Société immobilière du Cameroun. Le MINCAF, la terre, votre bien précieux. SAGO 2023, le MINCAF est au rendez-vous. Tout ce qu'il faut savoir sur les procédures domaniales, cadastrales et foncières du 22 au 29 juillet prochain au Salon de l'Action gouvernementale SAGO 2023, le MINCAF informe et sensibilise. Comment obtenir et sécuriser son titre foncier? Comment accéder à une concession provisoire et définitive? Quelles sont les modalités nécessaires pour obtenir un bail amphithéotique? Merci, Monsieur Alain Belibi. Tout le plaisir est pour moi de prendre la parole à la suite de l'invitation du ministère du Domaine, du Cadastre et des Affaires foncières. Mon intervention ne serait pas très longue parce que vous faites des grincements quand on met long dans le micro. Je voudrais d'abord commencer par remercier d'abord le ministère pour nous donner l'opportunité parce que
Pour nous, la terre, c'est un élément essentiel pour la production au niveau de la société immobilière du Cameroun. Après un état de lieu, je voudrais marquer le rôle du MINCAF au sein de la société immobilière. L'état de lieu, c'est que la société immobilière est créée le 18 juillet 2052 par les colons. Et c'est une société aujourd'hui qui est à 75 milliards pour son capital. Après, c'est lui de 52 qui était à 500 millions et 78 à 1 milliard. Donc, c'est une société publique qui a l'État comme actionnaire majoritaire avec 92% pour l'État et 5% pour la communauté urbaine de Douala. Il ne reste que 3% pour les actionnaires privés. Et c'est pour cela qu'elle est dénommée une société d'économie mixte. Après l'embellie, nous avons opté au niveau de la société immobilière une vision qui permettra à la SIC de produire massivement des logements, étant entendu que notre rôle, c'est de produire ces logements-là pour le compte de l'État. La vision de la SIC est axée sur 4 axes qui permettra à cette société de reprendre avec la production dont j'ai parlé tout à l'heure. Revenant au motif de ce qui nous rassemble ici, je crois que le terrain, c'est la richesse nécessaire. C'est pour cela que nous, au niveau de la SIC, nous continuerons toujours de remercier le ministère des Domaines pour l'attention que ce ministère porte à la SIC. Depuis notre arrivée, je peux estimer à plus de presque 200 hectares de terrain mis à la disposition de la société immobilière du Cameroun. Il ne reste que les formalités pour que nous rentrions avec les titres de propriété. Mais la difficulté de la SIC que nous avons eu à prendre, c'est que ces terrains étaient à 80% bâtis sur les terrains privés de l'État. Et depuis 1994, l'ex-MINU avait enclenché des procédures pour que la SIC rentre dans ses propriétés. Ce n'est qu'avec l'arrivée du management actuel du ministère des Domaines qu'une plateforme a été faite entre la SIC et le ministère des Domaines. Donc, je voudrais toujours rappeler que grâce au ministère des Domaines, les 150 logements que nous construisons aujourd'hui, nous avons obtenu un titre foncier en 2 semaines. Contrairement à ce que les Camerounais disent, nous l'avons obtenu en 2 semaines. C'est un titre foncier basé sur notre ancienne résidence, mais c'était un domaine privé de l'État. Donc pour que les banques aient l'hypothèque, il fallait absolument faire le titre foncier. Le ministre a fait les diligences pour que ça soit effectif et ça nous a permis d'hypothéquer, d'avoir 10 milliards de francs CFA pour lancer ces travaux que vous voyez. Le deuxième élément que je salue avec le ministère des Domaines, c'est le terrain de Loncac, où nous avons 6 hectares et demi depuis 63. Là aussi, nous avons fait les diligences en un temps record. Le MINCAF nous a délivré un titre foncier sur 6 hectares et demi. Ça a permis à la SIC de faire des partenariats avec des sociétés étrangères sur une valeur de 115 milliards. La SIC, devenant riche avec sa propriété de 6 hectares évaluée à 31 milliards et demi, constituait une société de projet qui permettra à l'État de ne pas s'endetter pour construire conformément aux directives du FMI. Donc cette société de projet doit elle-même reprendre les charges financières et bancaires pour soulager le budget de l'État.
dont nous constituons cette société à 35% de part la richesse foncière, et l'investisseur amène 115 milliards. Voilà un exemple de coopération qui permet à la SIC de lever la tête pour entrer progressivement et de manière massive. Aujourd'hui aussi, je parlais de 163 hectares et 16 hectares à Ekoko. À la suite de la faveur faite à la SIC par le chef de l'État, donnant la maîtrise d'ouvrage entière à la SIC pour la construction de 10 000 logements, avec une première phase qui va être l'implantation d'une usine à Kolmos pour la production de masse de logements pour que le Cameroun s'arrime à d'autres nations, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud et en Afrique du Nord. Donc cette implantation d'usine est basée sur 59 hectares. Et les procédures sont en train d'être faites au niveau de la primature, le MINCAF ayant déjà rempli les conditions nécessaires. Il reste, et nous allons avoir le décret du Premier ministre conférant à la SIC. L'autre terrain, c'est 163 hectares à Zouatoursi. Ça aussi, c'est pour construire 9 000 logements. Avec l'usine qui va produire par plaque et le procédé que nous héritons de ça il y en a deux, il y a pour l'usine pour la production de plaques et l'autre c'est pour le coffrage monolithique, c'est-à-dire qu'en 5 jours la SIC peut faire un appartement et en 1 mois et demi, nous aurons un immeuble contrairement à ce qui se passe dans le programme gouvernemental. Donc, la difficulté de la SIC, c'est qu'il faut que l'État respecte la déontologie en matière d'occupation foncière, parce que si la SIC, depuis 40 ans, a des constructions sur des logements qui ne sont pas de sa propriété, c'est une entorse parce que beaucoup de Camerounais, quand j'ai pris service, j'ai fait des tours en 2019, la majorité réclame le titre de propriété sur des sites de la SIC qui sont au nom de l'État. Donc c'est cette difficulté qui continue toujours dans le programme gouvernemental où l'État a vendu des logements à plus de 12 milliards aux Camerounais. Mais à ce jour, il n'y a pas de titre foncier pour ces Camerounais, y compris les logements qui ne sont pas achevés. Donc il est question d'accélérer ce processus-là pour que ce qui s'est passé en 40 ans à la SIC ne se passe pas sur le programme gouvernemental. Donc voilà en quelques éléments que je voudrais porter à votre attention de manière ramassée. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Directeur Général de la SIC. Nous allons de ce pas à la MAITUR, la mission d'aménagement et d'équipement des terrains urbains et ruraux, dont le Directeur Général, Louis-Roger Manga, est à ma droite. Monsieur le Directeur Général. Merci de me passer la parole pour présenter une facette de la MAITUR qui n'est pas suffisamment connue. C'est son côté opérateur foncier, et je dirais opérateur foncier majeur auprès de l'État. Mon propos va s'articuler sur 4 points. Déjà une présentation très très sommaire de l'entreprise que nous dirigeons. Ensuite, l'importance des besoins fonciers à couvrir, du moins dans notre secteur. Ensuite, nous présenterons donc de manière plus large ce côté opérateur foncier. Et avant de conclure, nous évoquerons la caractéristique du foncier qui est une composante essentielle de tout projet, ainsi que la nécessité de l'économiser, ce foncier. Donc, la MAITUR, elle a presque 50 ans aujourd'hui.
Elle était un établissement public au départ et elle est aujourd'hui une société à capitaux publics d'un capital social de presque 4 milliards. Et c'est une société, une personne morale de droit privé. L'objet de la maïture est la réalisation d'opérations d'aménagement et d'équipement de terrain en vue de la promotion immobilière et de l'habitat. C'est tout un programme. Les réalisations de la maïture sont nombreuses. La ville nouvelle de Yaoundé Sud-Ouest, qui s'étend sur 3000 hectares, avec les quartiers tels que Biémassi, Siméon, Mendon, Maison Blanche, Simbok, etc. L'aménagement du boulevard du 20 mai à Yaoundé, les lotissements du Golfe, de Fandena, de Ngousso Hôpital Général à Yaoundé, la ville nouvelle de Douala Nord, avec les quartiers Bounamoussadi, Makepe, Koto, Lokpom, Lokbessou, etc., qui s'éteint également sur 3000 hectares. La restructuration de la zone nylon à Douala, zone nylon qui couvre 700 hectares de terrain, mais qui abrite 200 000 habitants. La maïture est également présente aux côtés de l'État dans les grands projets, programme 10 000 logements, 50 000 parcelles, programme autoroute Yaoundé-Simalène, programme national de restructuration et rénovation urbaine, programme de création de zones d'extension maîtrisées des métropoles. Ce qu'il faut retenir au total, c'est que la maïture a aménagé des cadres de vie dans une quinzaine de villes camerounaises. Elle a participé à la domanialisation de 15 000 hectares de terrain. Elle a créé 20% du tissu urbain de la ville de Yaoundé, 20% du tissu urbain de la ville de Douala. Et nous pouvons dire que 10% de la population du Cameroun réside dans une zone maïture. Elle a ainsi produit, pour revenir au foncier, plus de 80 000 parcelles viabilisées et destinées à toute catégorie sociale. Ça, c'est la présentation de la maïture. Alors, les besoins fonciers à satisfaire. Le Cameroun a adhéré à l'atteinte des objectifs du développement durable, et notamment l'OD2, qui est faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. Ceci a influencé la stratégie nationale de développement, laquelle également prévoit de développer des villes connectées, inclusives et résilientes, faciliter l'accès à la propriété foncière et immobilière, promouvoir des programmes de logements sociaux en respectant la planification urbaine. Et en termes de chiffres, la SND 30 prévoit l'aménagement de 10 000 hectares de terrain constructibles, c'est-à-dire pratiquement 3 fois plus en termes de consommation de foncier brut. Toujours en matière de besoins à couvrir, on parle de 2 millions d'unités de logement avec un taux d'accroissement de l'ordre de 5% l'an, c'est-à-dire un accroissement de 10 000 unités chaque année. Le besoin en terrain aménagé est de plusieurs milliers d'hectares à aménager annuellement pour amorcer progressivement la résorption du déficit. À titre d'exemple, le programme 10 000 logements, 50 000 parcelles, à lui tout seul, requiert 2 000 hectares de terrain. Et si vous comparez ce programme par rapport aux besoins, vous voyez les milliers et les milliers d'hectares de terrain qui sont nécessaires. Et ensuite,
il faut trouver du terrain pour les activités économiques en milieu urbain ou rural. Là encore, plusieurs milliers d'hectares de terrain sont requis. Fort donc de ce constat, la Maïtur ambitionne de satisfaire une partie significative du besoin dans son plan stratégique de développement. Le mode opératoire de la Maïtur, dont on a présenté brièvement quelques réalisations, c'est la mise en œuvre d'un certain nombre de métiers. Le métier de bureau d'études, donc bureau d'études foncières, urbanisme, voirie, réseaux divers, etc. Le métier de maîtrise d'œuvre, bureau de suivi et de contrôle. Le métier d'aménagement, c'est-à-dire conduite de projets de lotissement, de restructuration et de rénovation urbaine, création de villes nouvelles, etc. Mais d'abord, le métier d'opérateur foncier. Devant la quantité importante de foncier requise pour réaliser les programmes d'aménagement, la Maïtur s'est impliquée depuis sa création dans le but de les accélérer dans les activités de sécurisation foncière, à savoir dans les actes préparatoires à la classification des assiettes foncières, domaine public, domaine privé, ainsi de suite, et à l'établissement des titres fonciers, la signature des documents restant dévolus au service du ministère chargé des domaines. En amont, donc, ce métier consiste dans l'acquisition des terrains de grande superficie, c'est-à-dire la recherche de terrain, la négociation avec les ayants droit, la régularisation foncière, et en aval, l'établissement par morcellement de titres fonciers au profit des promoteurs immobiliers, d'opérateurs économiques pour activités diverses et de personnes privées. La Maïtur et le MINCAF collaborent donc dans ce secteur depuis la création de la Maïtur et nous disons qu'il s'agit d'une étroite collaboration. Au départ, dans les textes de création de la Maïtur, il était dit qu'elle recevait de l'État des terrains libres de toute occupation et purgés de tout droit. En réalité, il n'y a jamais eu de cette occurrence-là. C'est-à-dire que dès le départ, la Maïtur s'est trouvée devant la difficulté de trouver des terrains sécurisés, c'est-à-dire des terrains sur lesquels il est possible de prendre des engagements, c'est-à-dire des terrains avec des titres fonciers. Donc, elle s'est donc impliquée aux côtés de l'État pour aider l'État à procéder à la domanialisation des terrains, ce qui fait qu'elle a contribué à l'établissement au nom de l'État de plusieurs milliers d'hectares de titres fonciers. L'autre aspect de la collaboration, c'est de l'autre côté maintenant, lorsque la Maïtur s'est mise à mettre à la disposition du public des dizaines de milliers de parcelles, l'État a contribué lui-même à produire dans ses propres services les dizaines de milliers de titres fonciers qui étaient requis. Elle continue avec, maintenant, de plus en plus, la mise à disposition de terrains Maïtur à l'État. Et il convient de relever dernièrement la campagne de production massive de titres fonciers des clients Maïtur qui a été décidée par le ministre des Domaines, et campagne spéciale qui a contribué à la mise en place d'une équipe de plus d'une quarantaine de personnes qui sont des collaborateurs du ministre des Domaines, mais également du personnel de la Maïtur. Cette campagne spéciale de production de titres fonciers va s'étendre également pour pouvoir servir des titres fonciers à la SIC, le DG en a parlé tout à l'heure, et aux clients de la SIC, qui sont aussi plusieurs milliers à attendre
la délivrance de ce précieux document. Et enfin, on doit citer les opérations d'acquisition de terrains de grande superficie que le ministère a agréées et grâce à laquelle opération nous attendons obtenir dans les mois à venir des milliers et des milliers de titres fonciers pour pouvoir lancer les opérations. Donc, collaboration exemplaire, collaboration étroite. Je voulais simplement conclure en disant que on ne doit pas négliger la mobilisation du foncier parce que c'est une composante essentielle d'un projet. Je crois que le directeur général du Crédit foncier l'a dit tout à l'heure, mais nous constatons que beaucoup de promoteurs, quelquefois étrangers et autres, structurent leurs projets en se disant le foncier, c'est l'État qui va le donner. Je pense que c'est une très très mauvaise approche. Ce n'est pas qu'il ne faut pas recourir à l'État, mais il faut savoir que le foncier, c'est des procédures, le foncier, c'est des coûts, et que tous ces éléments doivent être intégrés, faute de quoi les projets vont achoper. Et effectivement, il y a de nombreux projets qui sont bloqués ou qui n'ont pas pu démarrer parce que la composante foncière n'était pas correctement adressée. Donc le foncier a un coût et il faut l'intégrer. Le foncier est rare, on l'a constaté aussi, parce que entre tous les besoins que j'ai cités, et ça ce n'est que les besoins, disons, du secteur de la maïture, ben le MINCAF c'est 30 fois plus, parce qu'il faut également qu'il puisse fournir d'autres demandeurs. Ce foncier est rare, donc le conseil qu'on pourrait donner aux opérateurs, c'est d'économiser le foncier. Économiser le foncier, ça veut dire optimiser la mise en valeur, optimiser l'occupation des sols, etc., pour que ça revienne moins cher, que ce soit un peu plus simple à obtenir, et troisièmement, pour éviter l'étalement de villes, qui est également un fléau contre lequel nous devons résolument lutter. Pour conclure, donc, je dirais, vous avez vu que la maïture est un grand consommateur de foncier, plus de 15 000 hectares dans le passé et peut-être 3 ou 4 fois plus dans le futur, qu'elle-même est outillée pour aider, pour faciliter les procédures d'obtention de terrain et on peut dire de domanialisation, pour dire donc qu'elle est en mesure d'aider différents publics à pouvoir accéder au foncier. Et ça permet d'ailleurs que je vous donne notre devise: offrir aux ménages, aux collectivités coutumières, aux collectivités territoriales décentralisées, aux promoteurs économiques et à l'État des terrains sécurisés, aménagés et durables. Je vous remercie. Merci à vous également, Monsieur le Directeur Général. Le dernier son de cloche de cet après-midi vient de très loin. C'est la diaspora qui va s'exprimer. Je passe la parole à Maître Sorel Le Bégué-Bucher, qui est notaire à Paris. Bonjour à tous. Difficile de passer après tous ces intervenants et la journée tire aussi à sa fin. Je sais que vous êtes fatigués, mais je vais vous demander de mobiliser un peu d'effort pour que vous puissiez suivre à minima le propos que je souhaite vous faire part concernant les doléances de la diaspora au regard des investissements au Cameroun. Mais avant cela, je tiens d'abord à remercier le ministère, monsieur le ministre et son équipe pour la confiance accordée pour que je sois là aujourd'hui.
Donc, je suis Sorel Beg Bucher, je suis notaire à Paris Opéra. Et en même temps, j'ai été nommée experte pour l'Afrique au sein de la Commission internationale de la Chambre des notaires de Paris. Notre activité au sein de l'étude est centrée essentiellement dans tout ce qui concerne le droit international, ce qui nous amène régulièrement au fait à nous occuper de tout ce qui est vente, achat de biens immobiliers en France par des étrangers, mais par des non-résidents également. Ce qui m'amène à rencontrer régulièrement des compatriotes qui veulent investir au Cameroun, mais aussi des étrangers. Mais à chaque fois, j'ai régulièrement le même son de cloche, les difficultés rencontrées, l'escroquerie foncière. Et moi, je tente à mon niveau de rassurer tout le monde par rapport à toute la législation camerounaise qui est mise en place pour sécuriser les opérations. Et je suis ravie d'avoir suivi avec beaucoup d'attention toutes ces interventions qui m'ont permis d'avoir un peu plus de connaissances, moi aussi, pour assurer les clients en France. Donc mon thème aujourd'hui portera sur comment sécuriser les investissements immobiliers des gens de la diaspora, mais aussi des étrangers au Cameroun. Comment faire face, comme je vous disais tantôt, à toutes les difficultés souvent liées à l'escroquerie, c'est essentiellement ça qui revient. Il m'a semblé, dans un souci, dans une démarche de collaboration avec le MINCAF, de voir dans quelle mesure on peut apporter des pistes de réflexion ensemble. Parce que nous avons des personnes qui ont une réelle volonté d'investir au Cameroun, mais ces personnes craignent de ne pas voir aboutir les opérations, craignent de se retrouver dans un procès qu'on n'a pas imaginé. Et donc pour cela, si je peux me permettre, est-ce qu'il ne serait pas possible, là je m'adresse au MINCAF, de créer une plateforme, une base de données qui permettra, notamment pour tous les problèmes liés à la délivrance de plusieurs titres de propriété, une plateforme qui permettra au MINCAF d'inscrire sur cette plateforme uniquement des titres qui sont délivrés que par le MINCAF. Ainsi, on aura la certitude de l'authenticité des actes. Lorsqu'un usager se présentera avec un titre de propriété, un titre foncier dont on ignore l'origine, le MINCAF aura juste à rentrer les données, vérifier, et normalement, le système étant bien fait, les alertes se mettront en route et l'opération s'arrêtera là. Ça nous permettra, étant de loin, de pouvoir contacter le MINCAF en disant, écoutez, est-ce que vous pouvez nous vérifier ça? Parce que moi, par exemple, dans le cadre de mon activité, j'ai reçu des gens avec des titres fonciers pour vendre au moins 40 hectares au Cameroun. Moi-même, j'ai fait un bond en disant, mais est-ce que c'est possible? J'ai refusé la vente parce que je ne savais pas du tout les tenants et les aboutissants de ce titre foncier. Et là, le but, c'est de mettre en place justement cette plateforme. On interroge le MINCAF qui fait les vérifications et nous renvoie l'information derrière en disant « n'allez pas parce que ça, c'est une suite de problèmes ». Ou encore, nous avons des personnes, souvent dans les familles, en cas d'indivision, une seule personne décide de vendre le bien familial, on oublie les autres et quelque temps après, on attaque le titre qui est délivré. Dans ce cas, l'acquéreur qui a acquis le bien et qui est de bonne foi, qui a payé, lui se retrouve avec un titre qui est annulé. Du coup, que faire? Et tout à l'heure, monsieur le directeur du Crédit foncier, vous avez dit que vous octroyez principalement des crédits hypothécaires. Ma question est donc de savoir, lorsque nous avons un problème lié à un titre foncier qui est annulé, que devient votre hypothèque? Est-ce que vous considérez que l'hypothèque n'existe plus? Comment vous retrouvez votre argent puisque vous avez prêté l'argent, on a payé les droits, l'acquéreur n'a plus les fonds en question. Comment vous arrivez à retrouver vos fonds puisque l'assiette de garantie n'existe plus? Et aussi ma question à votre endroit est de savoir, est-ce que vous prêtez aux gens de la diaspora?
Est-ce que si j'ai envie d'acheter au Cameroun, je viens, je me présente, je vous apporte toutes les garanties qu'il faut. Est-ce que vous allez me prêter les fonds pour acheter un bien au Cameroun? Ou alors vous allez me dire, non, je ne prête pas aux personnes extérieures au Cameroun. Est-ce que je ne prête pas aux internationaux, aux membres de la diaspora? Ça, ce sont des questions qui me sont régulièrement posées. Est-ce que les banques nationales prêtent aux personnes de l'extérieur? Parce que tout simplement, fournir un effort financier d'apporter de l'argent, des sommes d'argent, un apport personnel, ça implique beaucoup d'investissements et aussi beaucoup de sacrifices. Et donc, à partir de ce moment-là, les questions qui me reviennent, c'est est-ce qu'au niveau national, on pourra satisfaire à mes besoins, ainsi je pourrais poursuivre mon opération d'acquisition d'un bien au Cameroun. Toujours dans le même ordre d'esprit de collaboration, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer également avec les MINCAF, à la suite de l'immatriculation du titre foncier, la délivrance d'un certificat qui va rassurer l'acquéreur en disant votre bien, votre titre foncier est bien enregistré chez eux, est bien enregistré au MINCAF, de façon à ce qu'il n'y aurait pas de fraude. Le but étant d'agir vraiment en amont pour... Domaine privé, domaine public, obtention de titres fonciers, autant de questions qui ont été mises sur la table tout à l'heure. Il faut dire que nous tendons là vers la fin de cette conférence en table ronde qui a permis aux Camerounais d'avoir des éléments de réponse sur plus d'une préoccupation concernant notamment l'obtention de titres fonciers. Et on va dire qu'on va se quitter ici en disant merci au MINCAF qui a bien voulu associer Canal 2 International à cette grande rencontre. Il faut dire également que le SAGO se poursuit ici, c'est au Palais des Sports de Yaoundé. Il vous suffit simplement de faire un tour dans les différents stands et surtout dans le site qui a été aménagé par le MINCAF, le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Vous restez naturellement en compagnie des programmes de Canal 2 International et pour les questions éventuelles, ne manquez pas de vous rapprocher de ce site. Je suis Stéphane Lando pour Canal 2 International. Bonne suite des programmes. On a une mission pédagogique. SAGO 2023, le MINCAF est au rendez-vous. Tout ce qu'il faut savoir sur les procédures domaniales, cadastrales et foncières du 22 au 29 juin prochain au Salon de l'Action gouvernementale SAGO 2023. Le MINCAF informe et sensibilise. Comment obtenir et sécuriser son titre foncier? Comment accéder à une concession provisoire et définitive? Quelles sont les modalités nécessaires pour obtenir un bail amphithéotique? Soyez des nôtres au stand du MINCAF au SAGO 2023.